Ophtalmologue et diplômé d'HEC, le docteur François Pelaine nous raconte son parcours et la success story Point Vision. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours de François Pelaine et notamment la difficulté qu'il a rencontrée lors de la création de Point Vision. Voilà, je vous laisse avec l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Docteur Pelaine, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté mon invitation pour ce deuxième épisode de Vision d'Expert. Alors, comme on le fait d'habitude, je vais vous demander de vous présenter rapidement pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors, je suis François Pelaine, je suis ophtalmologiste, un peu atypique. Je suis également diplômé d'HEC. J'ai fait partie de ma carrière dans l'industrie pharmaceutique, en commençant par Sanofi et en finissant vice-président de Pfizer. J'ai toujours gardé une vocation hospitalière quand j'avais cette activité industrielle. Et en étant chez Pfizer, j'entendais, on avait un médicament en ophtalmologie qui était Xalatan, et on me disait qu'il y avait un problème d'accès à l'ophtalmologiste. Et je me suis un peu penché avec un économiste de la santé qui s'appelle Gérard de Pouvourville sur les raisons de ce problème d'accès, et j'ai vu que c'était en fin de compte la consultation de base qui posait problème, sachant qu'après, en général, les patients, quand ils ont des pathologies, sont extrêmement bien suivis sur notre territoire. Et je voyais donc qu'il y avait un problème assez bien identifié d'accès à l'ophtalmologiste en première intention, et probablement par ma formation, je voyais aussi qu'il y avait des solutions qui étaient en train de naître, en revoyant un petit peu la façon de travailler. J'avais d'ailleurs beaucoup regardé ce qu'avait fait le docteur Bosc à Nantes, et le concept est très simple, hein, c'est de se dire qu'un ophtalmologiste qui est tout seul, il fait un tout petit tiers d'administratif, mais plus qu'il ne croit. J'ai l'habitude quand je discute avec des confrères ou des consoeurs qui font tout eux-mêmes, je leur dis, c'est quand même, enfin, vous faites le paiement en carte bleue, la télétransmission, carte vitale, etc. Ils me disent, oui, mais ça prend 2 minutes, mais 2 minutes par 40 patients, ça fait des temps masqués, ça fait 1 heure et demie à faire de la carte bleue et de la carte vitale dans une journée. Donc, petit tiers d'administratif. Alors après, je ne vous parle pas de tout le reste, avec les papiers administratifs à faire le week-end, etc., de plus en plus. Deuxième gros tiers de l'activité d'un ophtalmologiste, c'est du temps technique. La prise de tension oculaire, la réfraction, l'acuité visuelle, la photo du fond d'œil, etc. Tout ça, c'est du temps technique et ça peut être fait par un technicien. Et puis, il y a un troisième tiers qui est le temps médical. En fin de compte, si un ophtalmologiste est formé en 12 ans, c'est pour ce temps médical. Et donc, je me suis dit, il faut qu'il fasse zéro administratif, zéro technique, et à ce moment-là, au lieu de faire un tiers de son temps du médical, on en fait 80%, sans dégrader la qualité. Parce que, voir plus de patients en recopiant les tickets, ça, c'est pas du travail. Donc, je me suis dit, il y a un problème, accès à l'ophtalmologiste, il y a des solutions. Est-ce qu'au niveau national, on ne pourrait pas mettre en place ces solutions, puisque ça répond à un problème de santé publique? Et donc, j'ai quitté Pfizer. C'est une décision qui est toujours un peu difficile à prendre, parce que c'est une belle maison. Vous avez vu que c'est une maison assez inventive, hein. J'ai quand même quitté parce que ça m'intéressait d'apporter quelque chose, de construire. Et j'ai commencé avec mes deux
associés cofondateurs, Patrice Poutz et Raphaël, à construire la maison Point Vision en 2010-2011 pour ouvrir le premier centre en janvier 2012 à Paris, boulevard de la Madeleine. Alors, on m'a souvent dit, ah ouais, enfin, c'est pas boulevard la Madeleine qui a un gros problème d'accès à l'ophtalmologiste. Ben, il y a un problème d'accès à l'ophtalmologiste, même en région parisienne. Et si on s'est installé boulevard de la Madeleine, c'est que c'est très central, avec des accès, train, métro, RER, parking, tout ce qu'on veut, bus, et qu'on peut, y compris à partir de la petite couronne, accéder en moins de 30 minutes. C'est pour ça qu'on s'est installé là. Ça a bien marché. On en a ouvert un deuxième à Lyon, qui a bien marché aussi. Et donc, on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Et aujourd'hui, on en est à 55 centres, 1 400 000 patients qui ont été vus l'année dernière, 400 ophtalmos qui ont travaillé à un moment ou un autre pour nous dans l'année, 1 millier de personnes en tout, et avec une activité, un gros groupement d'intérêt économique qui fait de plus de 80 personnes, qui fait tout l'administratif, 250 orthoptistes, à peu près autant de secrétaires, et voilà où on en est aujourd'hui. Super, très bien. Alors du coup, moi, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que ce n'était pas vos seules activités. Et donc, je me suis rendu compte que vous avez passé, si je résume, 40 ans à l'hôpital Henri Mondor. Bon, un peu moins, hein. Un peu moins, d'accord, c'est ce que j'ai. 36, 38. D'accord, bon, ça Ouais. arrive quand même. Donc, diplômé d'HEC, vous êtes également professeur à HEC en gestion d'entreprise. Donc, vous avez passé 28 ans dans l'industrie pharma, donc Sanofi et Pfizer, vous en avez parlé. Je crois que vous êtes également VC, donc du coup investisseur chez Picardie Investissement, c'est ça? Donc ça doit vous Non, prendre. je suis pas investisseur, hein, je suis administrateur. D'accord, administrateur. L'histoire de Picardie, c'est une histoire sympa. Ça a été notre premier investisseur chez Poivision. Ils sont sortis en 2014 et ils m'ont demandé, c'était un fonds régional, hein, qui est basé à Amiens, et ils m'ont demandé si j'acceptais d'être administrateur. Voilà. D'accord, Mais ok. c'est pas honorifique parce que j'y siège, mais je suis pas investisseur. C'est vraiment un fonds régional. D'accord. Je crois que vous êtes également au board de Quantum Genomics, c'est une société dans la biopharma. Cardiologie. D'accord. Également écrivain, puisque vous avez écrit deux livres, Le temps du médecin entrepreneur, que moi m'a beaucoup intéressé, et une œuvre également sur la crise sanitaire. Et donc, du coup, vous créez évidemment Point Vision. Alors, moi, j'ai une question, c'est comment est-ce que vous avez trouvé le temps de tout faire parce que, vous n'avez rien, vous avez 24 heures comme tout le monde. Oui. Alors d'abord, quand j'étais chez Pfizer, j'ai l'impression de travailler beaucoup. Mais quand on crée une start-up, on travaille encore plus. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai passé une dizaine d'années à travailler, enfin, me lever à 8h, à 7h du matin et finir à 1h du matin. Voilà. Donc, quand on veut créer quelque chose, il faut y mettre les moyens. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Après, bon, une des qualités d'un dirigeant, c'est d'avoir une bonne organisation, hein, voilà. Donc, si on est très organisé, on y arrive. D'accord, très bien. Alors, je vais revenir au tout début de votre histoire, hein, plus ou moins. Je crois que vous êtes le fils d'une mère au foyer et d'un ingénieur dans l'armement. À quel moment vous faites le choix de l'ophtalmologie et pour quelle raison? Alors, c'est un petit peu accidentel. Euh, Premièrement, vous savez, quand on est en première terminale, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et donc, on est orienté. Voilà. Moi, on m'a dit, en fonction de tes coefficients, etc., tu devrais faire médecine. Alors, ça m'intéressait.
j'ai fait partie d'une association qui donnait des cours à des enfants qui étaient hospitalisés. Donc, j'étais allé voir à l'hôpital si ça me plaisait. Moi, j'avais trouvé que c'était pas mal. Et donc, voilà, je suis parti sur la médecine. En fin de période de médecine, j'ai trouvé que l'ophtalmologie était une spécialité qui était en pleine croissance. Il y avait des innovations beaucoup plus que dans d'autres spécialités. Et donc, ça m'a intéressé de finir le parcours sur l'ophtalmologie. Et puis, en même temps, j'étais toujours tenté, parce que c'était mon choix. Enfin, j'avais fait le choix entre ça et préparation HEC, enfin, préparation aux écoles de commerce. Et donc, je me suis dit quand même, ça me plaît bien d'être médecin, mais peut-être pas à plein temps. Et j'aimerais bien travailler aussi dans l'industrie. C'est pas Et courant, donc, hein, dans votre métier. C'est pas non, courant. à l'époque, il n'y en avait pas énormément des médecins. L'industrie pharma, c'est surtout des pharmaciens. Et donc, j'ai fait des diplômes en plus qui permettent d'entrer dans la pharma, ouais, enfin, l'industrie. J'ai fait un diplôme de pharmacologie clinique à Paris 6 et un diplôme de statistique appliquée à la médecine. Voilà, et je suis rentré chez Sanofi. Voilà. D'accord. Pareil, Très bien. une opportunité. Et c'est comme ça qu'après, j'ai déroulé ma carrière industrielle, mais en gardant ma vocation à Mondor. Voilà. Toujours un pied dans l'ophtalmologie. Donc, Enfin, c'est très important parce que je pense que euh, 30 ans après, j'aurais pas pu me relancer à faire de l'ophtalmologie si j'avais pas gardé ma vocation. c'est ça. Donc j'ai lu également que, a priori, ça n'a pas été si simple. Alors actuellement, vous l'avez dit, hein, c'est 55 centres en France, point vision. Mais je crois que au tout départ, le premier centre, vous avez eu un refus de l'ordre des médecins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En médecine, quand on innove, on se fait pas que des amis. Voilà. Bon. Euh, c'est euh, c'est un secteur où on est un peu conservateur. Euh, Moi, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai retravaillé ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'ophtalmologie de A à Z, y compris par exemple sur la prise de rendez-vous. On a été les premiers en France à faire des rendez-vous sur Internet avant même que Doctolib existe. Donc, on ouvre le premier centre, enfin, on fait tout ça légalement. Le modèle était juridique. Le modèle juridique pour avoir des centres dans toute la France, c'est un peu compliqué. Voilà. Sous forme de société exercice libéral avec une holding, etc. Et enfin, nous, on pensait que ce modèle était tout à fait conforme au Code de la santé publique. Et l'ordre des médecins pensait que c'était pas le cas, pour une raison qui était enfin, assez technique. Hein. C'est-à-dire que l'intérêt de notre structure, c'est que les médecins ne fassent pas d'administratif. Donc, il faut qu'il y ait une structure qui fasse l'administratif. Donc, cette structure, bah, on a mis dans la holding des gens pour faire l'administratif, ce que vous faites, vous, parfois, en aidant des centres à ouvrir. Mais vous le faites en tant que prestataire de service. Et nous, on ne considérait pas qu'on le faisait en tant que prestataire de service, parce que pour nous, c'était une activité, bah, la maison mère qui fait ça pour ses filiales, comme dans beaucoup de groupes. Euh, Eux disaient, bah, vous facturez, bah, évidemment, il faut bien payer les gens, vous facturez ce qui est fait en administratif à vos centres. Donc, vous êtes prestataire de service et un prestataire de service dans le domaine de la médecine ne peut pas posséder des sociétés d'exercice libéral de médecins. Et donc, vous êtes en infraction avec le Code de la santé publique. Et nous, on soutenait la position qui était qu'on n'était pas un prestataire de service, on ne cherchait pas des clients, on cherchait juste à répondre aux besoins de nos centres. Et donc, ben, on s'est retrouvé au Conseil de l'ordre régional, où on a gagné. Après, on s'est retrouvé au national, on a gagné aussi. Et j'espérais que c'était fini. Et puis non, on s'est retrouvé à un Conseil d'État et on a gagné aussi. Voilà. Donc,
Donc, on a gagné à chaque fois. Ça s'est arrêté là. Par contre, comme on écoute toujours ce que disent les autorités, l'ordre compris, on a mis tout l'administratif dans un groupement d'intérêt économique. Et comme ça répond mieux à ce que l'ordre souhaitait. Et donc, on est partis bons amis sur sur cette nouvelle organisation, qui est D'accord. toujours en vigueur. D'accord, donc petite évolution qui vous a permis donc de créer de créer ce système-là. Actuellement, donc 55 centres, on en a parlé, qui sont tous en France. Vous ne voyez pas d'ouverture vers d'autres pays européens? Alors, vous savez, il faut, il faut financer tout ça et rentrer dans un pays. La santé en Europe, aucun modèle n'est le même. Vous avez les Anglais avec des optométristes dans les boutiques d'optique, et puis les médecins à l'hôpital, les ophtalmos à l'hôpital. Vous avez le modèle espagnol régionalisé, vous avez le modèle suisse, le modèle allemand, le modèle belge. Tous sont des organisations différentes. Donc, rentrer dans un nouveau pays, ça coûte très cher et c'est plus efficient tant que on n'a pas couvert l'ensemble du territoire français, d'ouvrir des centres en France que d'aller explorer des nouveaux territoires. Alors, je ne dis pas qu'on ne le fera pas, mais enfin, on est parti de zéro, donc on ne peut pas tout faire. Voilà, il faut faire. Si on fait tout, on fait tout mal. Donc, il faut avoir un plan un peu structuré. Et notre plan structuré, c'est d'apporter une solution en termes d'ophtalmologie, de prise en charge d'ophtalmologie, de qualité, sur tout le territoire, dans des délais raisonnables, à un tarif raisonnable. Voilà. Donc, on essaie de se focaliser là-dessus. C'est déjà très compliqué. Et puis après, on verra s'il y a d'autres trucs à faire. D'accord, logique. Moi, je me souviens, j'ai démarré l'ophtalmologie en 2014 et je me souviens que tout de même, Point Vision était loin de faire l'unanimité auprès des ophtalmologues partout en France. Donc, vous avez été très critiqué au départ. Est-ce que c'est pas dur à vivre que ces pairs vous considèrent comme un peu un paria? Alors, c'est un grand mot, mais euh, comment là, vous l'avez vécu? Oui, alors, oui et non. Alors, oui, parce que moi, j'ai un tempérament à plutôt aimer être bien avec tout le monde. Hein. Je n'ai pas un tempérament à vouloir me faire des ennemis. Hein. Et d'ailleurs, je ne pensais pas m'en faire. Oui, Ça serait aussi réactif. Euh, Finalement, c'était plus innovant que j'avais l'impression. d'accord. Et non, parce que ma priorité, c'est pas celle d'être populaire dans ma profession, c'est celle de servir mes concitoyens. C'est un modèle qui, dès le premier jour, est patient-oriented. C'est-à-dire, je me pose la question, qu'est-ce qui est bon pour mon patient? Et pas qu'est-ce qui va faire plaisir à ma profession ou à l'ordre des médecins. Alors, bah voilà, parfois, satisfaire la population, c'est pas la même chose que satisfaire des confrères, des consoeurs ou des autorités. Et J'ai alors, l'impression à ce que moment-là, on prend ses responsabilités. Alors, il faut tenir. Mais enfin, c'est comme si vous sortiez plus dès qu'il y a une tempête. Bon, bien à ce sûr. moment-là, vous restez chez vous. J'ai l'impression justement que depuis quelques années, peut-être plus de 2 ans, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accepté. Alors peut-être parce que vous avez fait la preuve du bon fonctionnement et du côté très éthique des centres que vous avez déployés. Mais j'ai l'impression que concomitamment à justement votre réputation qui remonte, j'ai l'impression que le développement des centres de santé a un petit peu changé l'orientation des projecteurs et que du coup, ben, hop, ça a permis d'ouvrir un contre-feu. Alors évidemment, vous n'êtes pas à l'origine de ça, mais ça peut-être vous a servi également dans ce changement d'image.
Alors, euh, moi, ce que j'essaie de faire depuis le début, c'est mon boulot, honnêtement, hein, et orienté sur le besoin de mes patients. Alors, euh, peut-être qu'il y a un rapport entre les deux, j'en sais rien. Mais moi, j'ai surtout l'impression que quand on a une vision de ce que sera la médecine dans 10 ans, au bout de 10 ans, quand c'est arrivé, les gens se disent, oui, finalement, c'est comme ça que ça doit être. Je pense que la plupart des jeunes ophtalmologistes qui arrivent sur le marché, ils se disent pas, tiens, je vais m'installer tout seul, je vais pas m'acheter d'OCT, j'irai le faire ailleurs, etc. Ils raisonnent plus comme ça. Ils se disent, avec qui je vais m'associer, comment je vais faire pour trouver des orthoptistes, enfin, tout un tas de questions qui se posaient pas forcément il y a 10 ans ou 12 ans. Moi, mon principal problème, c'est plus maintenant comment rester innovant. Parce que c'est juste que le modèle que j'ai pas inventé, je citais tout à l'heure le docteur Bosque, enfin, j'ai fait d'autres trucs que ce que faisait Monsieur Bosque, hein. Sûr. Mais c'est vrai que je me suis inspiré de beaucoup de monde, de toutes les bonnes idées. Mais une fois que c'est devenu la norme, bon, évidemment, il y a moins d'agressivité. C'est pour ça que maintenant, moi, j'ai un autre souci, dont on parlera, j'espère, c'est que j'ai l'impression que, et de notre fait, et du fait d'autres, hein, dans les grandes villes, le problème, c'est quand même pas mal décanté, mais que par contre, il y a des territoires défavorisés, des déserts médicaux. Alors, les déserts médicaux en ophtalmologie, hein, c'est pas des villages, hein, mais c'est des petites villes de 10, 15, 20 000 habitants qui avaient un ophtalmo et qui n'en ont plus. Et là, j'essaie à nouveau de regagner en innovation avec les postes avancés, mixés avec de la téléconsultation, mais dans des conditions qui assurent la continuité des soins. Parce que, mettre une cabine, j'ai fait un post sur LinkedIn hier soir là-dessus, mais mettre des cabines dans des supermarchés pour avoir un ophtalmo qui est on ne sait pas où, et qui vous raconte trois trucs et qui interprète trois photos, c'est sûrement mieux que rien, mais enfin, bon, c'est du marketing. Elle a été mise surtout si elle a été mise en place par un opticien. Oui, enfin, que ce soit un opticien, une supérette, tout ce que vous voulez. Euh, le principal problème, moi, je vais à nouveau être orienté patient. Voilà. Je comprends parfaitement que Thierry Bourg il soit orienté défense de la profession, etc. C'est son boulot. Moi, mon boulot, c'est que les patients ils soient pris en charge. Bien. Et c'est pas tellement. Alors, les, euh, les cabines, tout ça qu'on installe à côté du photomaton, c'est pas terrible, mais le principal problème, c'est pas ça. Le principal problème, c'est pourquoi, à l'occasion d'une réfraction, une acuité visuelle réfraction, il y a besoin d'un bilan. Parce qu'il y a des pathologies en ophtalmologie qui évoluent à bas bruit. Et si on ne fait pas le bilan, elles se manifestent quand c'est trop tard, quand il y a des complications. Donc, il faut que la population ait des bilans réguliers. Et donc, on fait prise de tension oculaire, photo du fond d'œil, tout ça. Et après, il faut que ça soit interprété. Et donc, jusque-là, bon, que ça soit fait à partir de tel ou tel endroit, si c'est bien fait, après tout, c'est fait. Je dis pas que c'est bien. Je pense qu'il faut pas mélanger les choux et les carottes et que le supermarché, c'est fait pour vendre des carottes et pas forcément de l'ophtalmologie. Mais le principal problème, c'est quand vous identifiez quelque chose. Parce que si vous cherchez
des patients qui ont un glaucome inconnu, DMLA, même un diabète. Si vous les cherchez et que vous les trouvez, une fois que vous avez un doute et qu'il faut une visite présentielle, bon, ben, dans la cabine du supermarché, il n'y a pas un ophtalmo. Donc, l'ophtalmo qui est on ne sait où, il vous dit, ah, ben là, vous comprenez, il peut y avoir une suspicion de glaucome et donc, en fonction de votre tension, de votre papille, etc., il fait son boulot correct. Maintenant, il faut qu'on vous voit. Donc, il faut que vous trouviez un ophtalmo. Bah oui, mais je suis dans la cabine là parce que j'en ai pas. Justement pour ça Ah que oui, bah, qu'est-ce que vous voulez, mon pauvre? Débrouillez-vous maintenant. Et donc, et en plus, c'est hyper stressant bien sûr. parce que la personne qui venait pour des lunettes, qui était contente de changer de lunettes, elle se retrouve avec un problème peut-être grave pour elle et pas de solution. Donc, c'est encore pire. Donc, il faut pouvoir assurer la continuité des soins. Et ces systèmes-là n'assurent pas la continuité des soins. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas une bonne chose. Plus que de se focaliser sur est-ce qu'une cabine c'est bien, est-ce que la médecine là c'est bien. Moi, le principal problème, c'est d'assurer la continuité des soins. Et c'est ça que je cherche à faire avec les postes avancés, C'est ça, qui sont réussir. toujours au maximum à 1 heure de distance d'un gros centre, ce qui fait que le médecin du gros centre peut aller dans le poste avancé une fois tous les 15 jours, ou l'inverse, le patient va dans le gros centre, mais pour une bonne raison. Voilà. Réussir, donc du coup, avec les PAO, à assurer une continuité Voilà. thérapeutique Donc moi, j'ai fait une expérimentation. Alors, comme je ne voulais pas me retrouver comme il y a 10 ans avec des autorités qui me disent que c'est pas comme ça qu'il fallait faire, je l'ai fait en partenariat avec la CNAM. Voilà. Donc au moins, on ne peut pas me dire que je ne l'ai pas fait comme il faut. D'accord. Eh ben, très bien, super. De toute façon, on en reparlera de ça, hein, quand votre expérimentation qui est en cours aura avancé. Évidemment, on se reverra pour ça. Moi, j'avais une question. Chez Point de Elle Vue, est finie, hein, l'expérimentation. ça y est. Elle est positive. La CNAM a dit que c'était un bon modèle. Et maintenant, on déploie. Hein. D'accord, donc il y aura un protocole Pelen à côté du Bah, protocole. alors, j'ai pas du tout l'intention de laisser mon nom à un protocole, mais en tout cas, il y a des postes avancés qui sont en train de s'ouvrir en France chez Point Vision. D'accord, très bien. Justement, donc on revient à Point Vision. Actuellement, vous l'avez dit, 1000 personnes, dont 300 ophtalmos. J'ai vu que vous aviez 70% de femmes parmi vos ophtalmos. D'où ça vient? Comment, alors qu'en France, je précise qu'alors qu'en France, c'est plutôt 50-50, hein, hommes et femmes. En Non, général, alors, dedans, il y a pas mal de remplaçants. Et enfin, en études d'ophtalmologie, donc les internes et les chefs de clinique, c'est 70-30. Hein. d'accord. Voilà. Donc finalement, la logique. Alors que pour l'instant, tout de même, parce qu'on voit 70% de femmes chez Point Vision, mais c'est vrai que sur la statistique globale en France des ophtalmologues, tout centre confondu, c'est 50-50. Donc du coup, c'est que Point Vision est en avance finalement sur les sorties. Tant mieux. D'accord. Bon, très bien. Alors, avec tout ce que vous avez fait jusqu'alors, comment vous voyez l'avenir de Point Vision? Alors, on l'a vu, le développement des PAO. Est-ce que vous avez une idée du nombre de centres maximum, 100, 200, ou alors c'est vraiment, vous le faites pas à pas? Alors, bon, je dirais que on a une quarantaine de grands centres et on peut encore en ouvrir une bonne vingtaine. Et je pense à 2 PAO par grand centre D'accord. pour les zones, pour les petites villes. Voilà. Donc ça, c'est un axe de poursuite du développement. Et puis ensuite, ce qui se passe, c'est que petit à petit,
en voyant beaucoup de patients, on commence à avoir un nombre de patients pathologiques important. Alors, quand je dis pathologique, c'est au sens large, parce qu'il y a aussi la chirurgie réfractive, qui n'est pas vraiment une pathologie. Donc, on se développe dans les surspécialités. Voilà. Et ça, c'est un axe de développement aussi fort de Point Vision qui a dû faire l'année dernière autour de 6000 opérations de la réfractive, je n'ai pas le chiffre exact, mais entre 15 et 20 000 chirurgies de la cataracte, etc., etc. Il y a aussi la pédiatrie, la contactologie, la rétine médicale. Voilà, c'est dans ces secteurs-là où, au début, on a plutôt mis l'accent sur la première ligne que maintenant. Alors, au début, on me disait, ah oui, vous prenez les patients les plus faciles, et puis après, quand c'est compliqué, vous envoyez aux autres. Moi, je dis, si ça ne vous plaît pas, on va les prendre nous-mêmes. Hein. Et donc, petit à petit, nos médecins, ils ont aussi, comme les autres, hein, envie de faire autre chose que des consultations de base. Et donc, suivant leur spécialité, ils vont se développer suivant leurs souhaits et leur patientèle sur la rétine médicale, la chirurgie, segments antérieurs, etc., etc. D'accord, donc amélioration et développement des spécialités plutôt chirurgicales cette fois. Très bien. Chirurgicale ou sur-spécialité, hein, parce que la Généralement, rétine médicale, c'est pas de la chirurgie. sensibilité, en effet. Ok, donc là on a vu l'avenir de Point Vision selon vous, et vous, votre avenir personnel avec tout ce que vous avez fait jusqu'alors, est-ce que vous avez encore des envies, des projets, ophtalmo ou pas d'ailleurs, hein? Bon, oui, de tout type, mais enfin, moi j'ai 65 ans, j'ai aussi envie de m'occuper de mes petits-enfants, et après, il y a encore plein de choses à faire, ouais. Voilà. D'accord. Je vais mixer, je suis un peu comme la jeune génération, j'ai envie d'équilibrer peut-être la vie personnelle et puis la vie professionnelle. D'accord, très bien. Alors, ça sera ma dernière question, elle est un peu rituelle. Quel conseil vous donneriez à un jeune ophtalmo qui débarque en ophtalmologie et qui souhaite ouvrir son centre ou rejoindre un centre, pourquoi pas Point Vision? Alors, je vais lui donner un seul conseil, mais vraiment, j'aimerais qu'il le suive. C'est de se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour mon patient et pas qu'est-ce qui est bon pour moi. Voilà. Et la satisfaction du médecin, une fois installé, doit venir de la satisfaction de ses patients. Et ça veut dire qu'il faut organiser son activité pour répondre aux besoins des patients qui ne se limitent pas à un diagnostic. Parfois, le médecin, il a l'impression que, c'est vrai, il s'est donné beaucoup de mal pour faire un diagnostic super compliqué, qu'il explique plus ou moins à son patient. Et le patient, il sort et il n'est pas content parce que la salle d'attente, il faisait froid, elle était bondée, des choses annexes, vous voyez. Oui, bien sûr. Et en fin de compte, il faut se dire comment le patient sort de chez moi satisfait, tout en sachant que j'ai fait du bon travail sur le plan médical. Mais ça dépasse le cadre médical, c'est un ensemble. Satisfaire le patient. Parce que si vous faites du super travail et qu'il ne le perçoit pas, il risque de dire, bon, c'est pas mon médecin, il va retourner chez un autre. Et vous serez convaincu que vous avez vraiment fait du bon boulot pour lui. Et donc, il faut penser comme son patient. Voilà. D'accord. Donc, soigner le fond et la forme, finalement. Très bien, merci Oui, docteur. En tout cas, j'ai appris c'est plein plus de choses. profond que ça, hein, c'est pas que de la forme. D'accord, oui, bien C'est sûr. un état d'esprit. Avec. D'accord, ok. Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était très intéressant pour moi. J'espère que ça le sera pour tous Pour moi nos... aussi, merci. Et puis, je vous dis à très vite, donc du coup, pour un épisode 2, éventuellement. À bientôt, docteur. D'accord. Au revoir. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses.
Ça a été un réel plaisir pour moi d'interviewer le docteur François Pelaine, parfois controversé, mais en tout cas avec un parcours riche et atypique. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié, mais également ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.